Coucou YouTube, pas de vidéo du vendredi cette semaine parce que nous ne sommes pas à Bordeaux, nous sommes chez l'éditeur et distributeur BlackRock. Et BlackRock, qu'est-ce que c'est? Qui donc est ce BlackRock? Eh bien, je vais vous lister quelques jeux. Flip 7, Skyjo, Faraway, Château Combo. Voilà, vous voyez le genre. Ils pèsent dans le game. Eh ben, on va vous faire visiter les locaux et voir en méga avant-première les prochaines sorties de chez eux. Et voici, devant l'entrée, nous rencontrons Clément. Enchanté. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Et bien voilà Clément du coup qui va pouvoir se présenter. Et ben alors moi je suis le président de BlackRock depuis maintenant 1 an et demi, en remplacement de Johan, qui a pris un petit peu de recul pour faire encore plus de jeux. Oh, trop bien. Vous l'avez vu hier, oui. Il adore ça. Ouais, carrément. Et puis je suis chargé de vous faire visiter nos locaux. Bah ouais, grave, on va découvrir ça. On y va? Vas-y, on te suit. Alors bienvenue chez BlackRock. Donc ici vous allez pouvoir découvrir Vincent. Vincent qui est notre directeur commercial, qui va vous accueillir toute la journée pour tester des jeux en continu. Et il y en a quelques-uns. Voilà. On va enchaîner, on va commencer sur le premier Open Space. Donc l'Open Space du service export et de la communication. Donc vous avez un petit peu de monde ici, William, Héloïse, Clarisse, Lucie, Candice et Olivier, qui sont frais et dispo et de bonne humeur. Ah bon, oui. Ici nous arrivons donc dans l'open space administratif et commercial. On va faire des petits coucous aussi. Marie-Lou, bonjour Marie-Lou, bonjour Charlie, bonjour Tony, bonjour Nicolas et bonjour Perrine qui se cache. Voilà, donc toute une équipe qui est toujours au taquet pour que les clients soient toujours satisfaits. Et ça marche du tonnerre. On essaye. Je m'en occupe pas de ça. Et alors là, on va basculer dans l'antre de la bête, donc tout ce qui est la partie logistique, c'est là où ça grouille. Et donc là, vous allez pouvoir découvrir un petit peu une partie du stock. Pardon, je suis parti loin, excuse-moi. Non, on t'entend toujours, donc c'est bon, même quand tu... Tu couperas toutes ces petites phrases. Allez, on y va. Donc ici sont stockés un peu plus de 2500 palettes. 450 à 500 références de notre catalogue, qui est compartimenté en plusieurs zones. Une zone qui est avec du stockage, une zone avec ce qu'on appelle du picking, donc c'est là où la préparation de commande se fait, et une zone de réserve qui est transitaire entre les deux. Donc moi ce que j'aime bien montrer aux gens quand ils découvrent ici, c'est cette vue qu'on a un petit peu plongeante. Voilà, là ça fait une vraie profondeur. Donc il faut savoir qu'on est ici depuis 2022. Ici, avant nous étions dans des locaux un peu plus étroits et puis on a construit ce bâtiment à notre image et surtout en fonction de notre fonctionnement. Ok, construit, trop bien. Oui, tout à fait, parce que on était dans des locaux un peu plus vétustes et un peu plus étroits et moins pratiques. Et là du coup vraiment on l'a pensé en fonction de notre usage. Trop cool, sur mesure quoi. Exactement. Parfait. Exactement. Donc là le projet 2026 ça va être d'agrandir un petit peu parce qu'on est à l'étroit en termes de palettes. Déjà. Et ouais. Du coup aujourd'hui on a encore un petit peu de stockage à l'extérieur chez les logisticiens. Donc on va essayer de tout réunir chez nous. Ouf. Oh là là, la plongée pirate XL. Regardez comme c'est joli. Oh là là, ils sont trop mignons. Ils sont trop bibi. J'adore. Ouais. Donc ici vous avez Lucas et Fabrice qui sont au poste d'emballage et qui réceptionnent les commandes que notamment Olivier que vous voyez là-bas est en train de piquer, où il fait son cheminement avec une douchette, avec un cheminement qui est en fonction des emplacements de chaque jeu, donc c'est géographique, et qui les amène ici pour qu'elles soient ensuite consolidées, qu'elles partent soit en colis, soit en palette. T'as l'impression de faire Fort Boyard quoi. Donc là on m'a expliqué, regarde, je vais faire une commande, j'ai préparé une commande, je sais plus pour quelle boutique c'est. Bon ouais, c'est pas grave, j'espère qu'elle on va te le dire. Non, pitié. Bref, donc pour une boutique. La case à jeu. Donc la case à jeu c'est à Alès. C'est dans le Gard. C'est chez moi. C'est vrai. Désolé du coup pour vous. Donc là j'ai préparé votre commande. Donc en fait là on voit tout de suite ce que je dois aller chercher, c'est par rapport aux allées. Donc allée 9, 7A. A ça va être en bas, mais 9 c'est par là-bas. Donc on va y aller. Je te laisse prendre le chariot. Oh. Non, tire-le. Ah ouais, je prends un chariot, c'est trop bien. Tire-le. Chariot. Et c'est parti. Donc, 9, on part de l'emplacement 1 ici, on remonte jusqu'à 27 sur 9, les 7. impairs et c'est dans l'autre sens sur les pairs. Ok, donc 9, 7A normalement, on devrait être là. Donc là, 9, 7, A, tu es bon. on est sur du dead cell. Ça te monte un dead cell. Ok. Il en faut combien? Il en faut 1. Un. Voilà. C'est parfait, merci. Donc là je peux le scanner là. Ouais. Tac, tu es passé au jeu suivant. Ok. On passe au dead cell Hop. et on y va.
5, 19, t'es là, On est 19. sur du B, A2 A2 parce que c'est le niveau au bas, et D parce que et c'est D, à droite. c'est bien totem. C'est bien cela. Possible. Et ensuite, on va chercher petit poids. Donc 4, 19, A. Et le 4, là, on était 5, donc 4, ça va être par là-bas. Exactement. C'est bon, je commence à piger. Ah, Et si, il en ouais, reste. c'est bon, il en reste 2. Et ils en veulent 3. Ah bah Oh. super. Alors, Ah bah c'est merci pas la case à jeu. Hein. Ils en veulent 7. Ah, ils en veulent 7. Tout Bon, s'est bien passé. on va pas faire un colisage, puis comme t'as un jab IP3. Tiens, Je vous ai pas mis de colisage, mais en fait c'est mieux sans colisage. tiens, regarde, en black 4. Yes. Ensuite, 7 avant-après. Donc on est en 4, 27, A. Donc on n'est pas très loin On finalement. n'est pas très loin. On est déjà en 4. Bien avant. 27. Ouais, c'est bon. Bah ouais, c'est par là-bas. Je bip ça. C'est un ami Nickel, ici. 6. Et ensuite j'en rajoute un là. Eh, c'est bien fait, hein. Mais c'est une grosse commande quand même. Vous pas loin vendez du beaucoup de jeux à la case à jeux. Alors, on a du skijo, je connais pas. Est-ce qu'ils ont du skijo? Combien il en faut du skijo? Eh ben il en faut 13. Alors Symbiose 224A. Un petit colisage de 6. Celui avec le 1. Celui avec le 1, pas que je me plante à chaque fois. C'est good, on a les 6 et ensuite il nous faut de chez Greux Ils ont pas Strange besoin de World. plus 1. Non, ils ont Ah pas ouais. pris. Ok. Tu as G. Et donc comme M, je suis à D. 2, bah, Voilà. du coup G ça va être là. Exactement. Ok, et donc c'est bien ça. Ok. Et là par contre ils en veulent 1. Ça ressemble à une commande de client ça. Vous avez l'habitude. Et voilà. Et le kit d'Etzel Et le kit pour les d'Etzel. ratables. Et c'est parfait. Bravo, félicitations. Une commande de fête. Et voilà. En trop de temps pour le faire, mais Mais voilà, merci beaucoup pour la visite Clément. Grand plaisir. C'était hyper intéressant, même nous on avait déjà visité vos locaux l'année dernière, mais j'adore à chaque fois les redécouvrir, l'organisation chez les éditeurs et distributeurs. Je trouve que ça apporte vraiment un autre regard sur notre métier de ludicaire. Oui. Et je pense même pour du coup les joueurs, comme ça vous voyez un peu d'où viennent à l'origine, on n'est pas allé en Chine quand même, Non. mais voilà, l'origine en France de comment arrivent vos jeux chez nous, puis chez vous. Voilà. Merci encore Avec grand Clément, plaisir. et nous on va aller jouer. première présentation du coup chez BlackRock de ce jeu Insurrection. C'est un jeu de Toré, je pense qu'on dit Toré, tu me confirmes? Parfait. Toré Christian, illustré par Louis Génard, ou Guénard, je sais pas comment on dit d'ailleurs. C'est un petit jeu de cartes donc pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour 20 minutes de partie. On vient de finir la partie là actuellement. C'est la boîte de jeu C'est la boîte de jeu qui dit ça tout à fait. et c'est un work in progress. Pour l'instant, c'est Work in Progress, exactement. On est sur un jeu qui peut s'apparenter à du Fantasy Realms pour ceux qui le connaissent. C'est un jeu de combo de cartes. On va essayer de marquer le plus de points au fur et à mesure de la partie qui va durer au mieux 6 manches. On va récupérer des cartes. Notamment quand vous avez ce symbole-là, en fait, c'est que chaque joueur va piocher une carte. Donc on va avoir de plus en plus de cartes en main durant la partie. Et au centre de la table, on va avoir également des cartes qui vont apparaître. Et on va essayer justement de récupérer ces cartes-là pour marquer le plus de points. Très souvent, vous allez avoir des scorings qui ressemblent à ceci, avec un nombre de points si le bien l'emporte, et un nombre de points si le mal, vous voyez, l'emporte. Ici, il y a des symboles de corruption. Comment le mal l'emporte? Et quand le mal l'emporte, en fait, c'est quand il y a 10 symboles de corruption dans la rivière de cartes. Donc là, vous avez 3 symboles de corruption pour l'instant. Si jamais on arrive à 10 au moins 10 points, symboles de corruption durant la partie ou même à la fin, ça mettra à la fin de la partie immédiatement et du coup on comptera les points. L'idée c'est que du coup à chaque tour, donc au début on commence avec 4 cartes en main, on va également récupérer des leaders qui vont un peu orienter notre manière de faire des points. Et surtout ce qui est très important dans le jeu par rapport à la mécanique, c'est la valeur qui est ici, parce que c'est une valeur d'initiative et ça va nous permettre justement de établir une initiative durant chaque tour. Donc en fait on va avoir donc des cartes comme ceci en main et simultanément tous les joueurs vont choisir une carte qu'ils vont poser face cachée devant eux au début de chaque manche.
Ensuite, on révèle. La valeur la plus haute va définir du coup qui se sert en premier. Donc la valeur la plus haute choisit une carte parmi celles-ci. Je prends par exemple le mousquetaire et je le mets dans ma main. Hop. Cette carte-là, du coup, rejoint la rivière de cartes. Un autre joueur pourra s'en servir. On continue comme ça. Attends, elle revient à la rivière de cartes, mais chez les méchants. En général, on divise les deux rivières de façon à ce qu'on gagne en termes de lisibilité. Vous avez de la corruption ici. Et là, c'est les cartes qui n'ont pas de corruption. C'est les gentils, on les appelle les gentils. C'est les gentils. On pourra du coup, chaque joueur va pouvoir récupérer une carte comme ceci. Ensuite, à la fin de la manche, on avance le petit cavalier qui est ici. Il y a un nombre ici de cartes qui viennent de la pioche qu'on va révéler et qui vont s'ajouter à la rivière de cartes. Et ensuite, chaque joueur pioche une nouvelle carte. Et ainsi de suite. Soit du coup, la partie prend fin de deux manières. La corruption est arrivée à 10. Et dans ce cas-là, c'est la fin de la partie, on compte les points. Soit du coup, on est arrivé ici, dernière manche, la 6e. Et à ce compte-là, c'est le même problème. C'est la même résolution. On compte les points. Sachant que ceux qui scorent principalement avec la corruption, ils sont contents si la corruption gagne. Parce que sinon, ils gagneront moins de points, voire même certaines donnent des malus. C'est ça. Comme celle-ci. Oui. Moins 2 points si la corruption... c'est ça. Voilà, le board fait 5 points. Si le bien l'emporte, 5 points par paire en fait, de symboles de petits casques comme ceci qu'on peut avoir chez le nain, par exemple. Oui. Mais à l'inverse, si il y a 10 de corruption ici, donc si c'est le mal qui l'emporte, ce sera moins 2 pour le bard. Donc la gestion de la corruption peut être bien tendue. Exactement, on peut accélérer le jeu comme le décélérer, parce qu'en finalement, si on arrive ici à des cartes, mettons, je sais pas, il y a 7 de corruption, si je récupère une carte qui avait un symbole de corruption, du coup, si je la reprends dans la main, ça redescend la corruption, et donc on peut accélérer en rajoutant des cartes qui ont de la corruption, comme on peut décélérer le rythme en retirant. Toi, c'est déjà un petit coup de cœur, non, Alex? Exactement, je suis très fan de Fantasy Realms, donc ça, c'est direct un gros coup de cœur. Moustache, un futur jeu de Alexandre Aguilar et Jules Messot, illustré par Gorobei, qui est chez les Lumberjacks. C'est un jeu de pli, mais avec plein de twists qui le rendent hyper cool. En équipe, il y a un mode pour jouer en équipe impair qui est d'ailleurs hyper cool. C'est 20 minutes de partie, 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Il est trop bien. On y a joué, on était genre ouais, on va faire une manche pour voir ce que ça donne et tout. On est allé jusqu'au bout. Voilà, on était sûr si on enchaîne, on veut voir la suite et tout. Comment ça se passe? On répartit les équipes en distribuant ces petites cartes. Donc ceux qui ont le violet sont dans l'équipe violette, ceux qui ont le bleu sont dans l'équipe bleue. Sachant que si vous êtes en asymétrie, vous aurez dans la plus petite équipe des petites cartes de pouvoir. Je vais revenir dessus. On distribue les cartes. C'est 8, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf pour ceux qui ont du coup les cartes Joker. Vous avez chacun un petit récap. C'est les couleurs qui existent avec les cartes qui sont dedans. Donc de 0 à 10. Comme d'hab, les valeurs, c'est leur force. Techniquement, le 0 est moins fort que le 10. Mais quand on va pisser et couper du coup à la couleur comme un jeu de pli, on va avoir ce rapport de force. C'est-à-dire que si je coupe d'un pli vert avec du rose, je gagnerai grâce au rose. Et vice-versa si je coupe... Donc le bleu est plus fort que le jaune et le rose, etc. Le but, c'est d'avoir des petites étoiles. Elles vont être présentes que sur certaines cartes. Donc ici, voilà, les petites valeurs, forcément, enfin la moins forte des couleurs va rapporter plus d'étoiles parce que c'est plus difficile de gagner avec. Le bleu qui est ultra pété, au max, c'est une étoile par carte. Enfin, sur certaines cartes d'ailleurs. Ok, maintenant qu'on a ça en main, ceux qui sont en équipe impair vont avoir une petite carte comme ça de pouvoir, aléatoirement. Donc déjà, on ne sait pas ce qu'a l'autre, son coéquipier, dans la main. Ça fait pas mal de petits twists là. Et même les autres, l'équipe adverse, ils vont avoir pas mal de pression là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'ils ont exactement comme pouvoir. Et donc, comme un jeu de pli, on va lancer la manche. Sachant qu'à chaque manche, on va révéler une sorte de petit événement comme ça, qui va être actif sur toute cette manche-là, mais sur toutes les prochaines aussi. À chaque manche, on va en faire 4. On va révéler une nouvelle contrainte et elles vont toutes s'accumuler au fur et à mesure. À la fin, vous avez des nœuds au cerveau. Et vraiment, il y en a qui se combattent bien, il y en a d'autres, elles se contredisent et du coup, on est grave à se dire « Ouah, attends, si je fais ça, ça va annuler ça et tout. » Voilà. Donc, on va commencer tranquillou. Les dos noirs sont vraiment hardcore, les dos blancs sont un peu plus sympa niveau contrainte. Donc là, par exemple, chaque carte 1 vous rapporte 3 étoiles de base. Alors que vous voyez, les cartes 1, d'habitude, ça rapporte rien du tout. Mais en même temps, c'est dur de gagner avec un 1. Voilà. Exactement. Tout est très bien équilibré. Le premier qui lance, hop, il fait ça. Tout le monde doit suivre au rose, forcément. On va continuer comme ça. Ce qui est cool, c'est que quand on distribue les équipes, la répartition autour de la table fait que les mêmes gars de la même équipe sont côte à côte. Vous avez eu ça, vous étiez côte à côte de la même équipe. Et nous, on était 3 de la même équipe côte à côte. Parce qu'on joue à 5, ça, c'est ça qui est particulier. Mais ça change beaucoup de choses, qu'on ne s'enchaîne pas, etc. Donc on continue comme ça, et après, on va résoudre. Donc la valeur la plus haute l'emporte, sauf s'il y a
un pissage à la couleur. Donc là, c'est celui qui a joué le 6 bleu qui remporte le tout et il va remporter du coup toutes les cartes. Donc il a ici 5 points déjà, 5 petites étoiles, hop, et c'est lui qui relance comme tout jeu de pli classique. On continue comme ça. Les pouvoirs spéciaux, vous en avez 3 comme je l'ai dit. Vous avez celui-là, quand vous le jouez, et ben, vous savez qu'à la fin du pli, vous pourrez choisir une des cartes du pli et la garder pour vous. Quand par exemple vous pensez que vous allez perdre ce pli, c'est hyper cool parce que vous allez au moins piquer une carte qui rapporte plein d'étoiles. Comme ça, vous faites bien chez vous. Oui, c'est une carte qui sert pour le décompte et pas pour plus tard dans la manche, bien sûr. Exactement. Celui-là, non, ce pli, vous le balancez, il compte pas. Personne, voilà. On balance tout. Et lui, c'est la super licorne moustachue. Vous gagnez le pli automatiquement, quoi que vous ayez fait. Les petits détails qui tuent. Déjà, je sais pas si ça se voit, mais les moustaches sont foil. Ok, voilà, elles sont trop bien. Et autre détail qui tue, c'est que plus la valeur est naze et moins vous avez de moustaches. Il faut que je te trouve absolument. Alors là, c'est le lama 0. Vous voyez, je vais vous trouver le 10. Il est fantastique. Faut que je le trouve. Alex. Pas là ? Non, il est là. Ah, il est là. Regardez-moi ce lama. Waouh. Voilà. Et je sais plus où il est, mais il y a le petit hamster là, à 10. Il a des moustaches tellement stylées que ça lui fait, alors déjà à 9, ça lui fait des lunettes. C'est vrai. Voilà. Ce qui est trop bien, c'est que les gagnants de la manche vont se répartir, vont se laisser piocher les petits trophées correspondant à la manche. Donc ça, c'est la manche 1. On pioche au hasard et ça va être des valeurs différentes. Donc voilà, on peut avoir 1, 2 ou 3 points parce qu'on va redistribuer les équipes d'une manche sur l'autre. Ce ne sera pas les mêmes équipes. Donc au bout des 4 manches, on verra qui, au fur et à mesure des manches et des équipes qu'il a eues, s'en est le mieux sorti. Voilà, donc ça compense vachement cette comptabilisation des points sur un petit papier, etc. Ça lisse vachement la différence de score qu'on peut avoir des fois dans les jeux de pli. Enfin, voilà. Du coup, c'est un jeu compétitif mais qui se joue en équipe. Voilà, ça fait penser, enfin ça n'a rien à voir, mais Snake c'était pareil dans le sens où on redistribue les rôles entre chaque. Donc du coup c'est très cool, on va être en équipe avec d'autres gens, pas placés au même endroit autour de la table. Enfin il y a tellement de twists qui font que ce jeu est du pur génie. Voilà, gros coup de cœur aussi. Donc je pense qu'on peut enchaîner. Ouais. Et Viva Katrina, un jeu de Frédéric Boule et de Grégory Grard illustré par Jérémy Fleury. C'est un jeu familial à partir de 8 ans, 2 à 6 joueurs pour 30 minutes de partie. C'est un jeu de Flying Games, un jeu du coup de pose de tuiles, un jeu compétitif dans lequel on va récupérer des tuiles qu'on va agencer chacun devant soi pour créer sa zone de jeu. L'idée c'est qu'on va récupérer des tuiles pour les connecter au mieux. Alors il n'y a pas techniquement de connexion. Il n'y a pas de règles spécifiques par rapport aux connexions, mais le mieux étant de connecter les chemins comme ceci, et notamment essayer de faire des chemins aussi de papillons, parce que chaque élément qui seront toujours liés à votre tuile principale, qui est celle-ci, avec la petite fontaine. Voilà, celle-ci, la tuile centrale, tout élément qui est relié soit par les papillons, soit par les chemins, vous fera des points. Les éléments, c'est quoi ? Eh bien, il y a les papillons. Il y a des petits personnages comme ceci. Des visiteurs. Il va y avoir des petites boutiques de différents types. Il y en a 6 différents. S'ils sont différents, ça fait des points. Vous aurez également des ballons. Ça va être une espèce de petit système de course. On va essayer de récupérer des tuiles de ballons. Et plus vous êtes rapide à les récupérer, plus ça vous fera de points. Il y aura des conditions pour les récupérer évidemment. Et si on arrive à créer des petites zones comme ceci, vous voyez ces petits rectangles jaunes, en fonction de la taille, on va pouvoir placer des chimères dessus qui vous font des points. D'ailleurs, le thème, c'est vous organisez votre festival des morts. Voilà. Super. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'on essaye de faire la ville bien, avec des lâchers de ballons, des visiteurs, des échoppes, tout ça. Donc la connexion est relativement simple. Par contre, ce qui est chouette, c'est dans le choix des tuiles. On a un petit plateau ici qui va rappeler notamment qu'est-ce qui fait des points, les habitants, les papillons, les boutiques différentes qui font des points. On récupère des ballons quand on en a au moins 3 de reliés, et si jamais on en a 6, hop, on retourne la tuile et on marque des points supplémentaires. Wow. Hop. Ici, vous avez les tuiles de chimère qu'on récupère, et enfin en dessous, les 2 lignes de tuiles. Et on va récupérer systématiquement des tuiles à notre tour. Par contre, on a le choix que entre les 2 extrémités du plateau. Donc en fait, on a toujours le choix entre 4 tuiles. Au début, en fait, on va avoir des tuiles qui sont toutes présentées comme ceci. Hop, je vous remplis tout. Et donc du coup, si je suis le premier joueur, au premier tour, j'ai le choix entre cette tuile, cette tuile, cette tuile ou cette tuile. Si je prends cette tuile-là, je vais la connecter comme je peux ou comme je veux. Hop, voilà, mettons comme ceci. C'est très nul. Pas grand-chose, exactement. Et ensuite, le jour d'après, on aura le choix entre cette tuile-là, cette tuile-là, cette tuile-là ou cette tuile-là. Et on enchaîne, ainsi de suite. Donc la prise est relativement simple, mais elle est quand même
un peu contraignant. C'est plutôt cool, on peut bien bloquer les prochains joueurs. Oui, parce qu'en fait, on voit, comme un petit peu dans des jeux finalement assez abstraits, on voit tout de suite quand on récupère quelque chose le gain qu'on va avoir, mais également qu'est-ce qu'on va laisser aux adversaires. Et donc forcément, il faut regarder un petit peu, il faut lever la tête pour pas justement empêcher, empêcher les joueurs justement de pas faire trop de points. On enchaîne comme ça jusqu'à ce qu'on aurait joué en fait le même nombre de tuiles. Il y a une petite subtilité, on peut jouer plus de tuiles que les autres joueurs, notamment quand vous arrivez à avoir des boutiques de même type. Notamment, ça marche par paire. C'est-à-dire que là, par exemple, quand j'ai connecté cette tuile-là, on suit le chemin. Il va bien être connecté à ma tuile principale, ma tuile centrale. Et on voit ici que j'avais déjà cette boutique. À partir du moment où j'obtiens 2 boutiques identiques, ça marche pour toutes les boutiques, je vais pouvoir récupérer une tuile ici de la pioche, face cachée, je la retourne et de nouveau je la connecte. Ça peut créer des effets en chaîne. On l'a vu notamment sur le plateau d'Antoine ici. Et c'est amusé à faire Antoine, il nous a éclaté. Une connexion. Ça, c'est pas forcément bien de stipuler. Bref, voilà pour la présentation de Viva Katrina. Alors, on enchaîne avec Moonshine, le prochain de chez Blam. C'est un jeu de Thomas Dupont illustré par Maxime Morin. C'est déjà un duo qu'on a vu, je crois, sur Codex Naturalis. Tout à fait. Voilà. C'est très beau, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour 20 minutes de partie. Et c'est... Je vois pas l'âge. Ça doit être écrit derrière. Voilà. Pour 10 ans plus. Alors, en gros, vous allez gérer un bar de contrebande dans un univers anthropomorphe. Vous allez chacun avoir votre petit bar de départ, sachant que vous pouvez jouer en mode asymétrique, avec des bars qui ont des petits pouvoirs différents. Le but, c'est d'être le premier à atteindre 12 points. Les points vont être écrits sur vos petits clients qui vont être ici, et que vous allez pouvoir servir et mettre sous votre bar. Donc, dès que quelqu'un a 12 points ici, fin de la partie. Après, c'est pas forcément le gagnant, parce qu'il y a quelques petits scorings en fin de partie qui peuvent... changer ça. Comment ça va se passer? Et ben en fait, le premier joueur, enfin le joueur actif, lance les dés. Il a le droit de relancer un certain nombre de dés au début. Il a le droit qu'à une seule relance sur son bar, mais plus tard, il va peut-être pouvoir un peu pimper et améliorer son bar et en avoir plus. Mais là, il va soit accepter et garder son résultat, soit il peut relancer tout ou ce qu'il veut de ses dés. Hop, moi je vais essayer de relancer celui-là. C'est nul. On va dire que je triche. Hop là. Et que j'ai eu les petits symboles qui m'arrangent pour essayer de servir un de mes clients. Par exemple, ici, cette dame, elle veut 3... C'est de la nourriture, ou des boules de glace, ou des petits biscuits soufflés à la tomate. Là, vous voyez très bien, c'est très bon ces trucs. Ça pourrait être bien, mais vous voyez, il me demande aussi une lune. Les lunes... Heureusement, vous commencez tous avec une lune de départ. C'est un petit pion que vous allez pouvoir gagner au fur et à mesure de la partie. Donc, on va dire que j'étais comme ceci. Donc, je peux dépenser ma lune, ce qu'elle me demande. Ça, bon, c'est bon. Et je la glisse là-dessous. J'aurai du coup un point, une couleur qui peut servir plus tard et un sigle. Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Les autres, tous en simultané, c'est assez rapide, vont voir s'ils peuvent faire, eux, quelque chose avec le jet que je leur impose. C'est un jet, en fait, commun pour tous les Exactement. Donc, ils vont peut-être se dire, bah, tes cacahuètes, ça m'arrange pas du tout. Donc, soit vous pouvez servir un client, soit vous passez votre tour, en gros, et vous récupérez une petite lune que vous placez immédiatement sur un des emplacements de votre bar ou d'un client. Ou alors, vous pouvez piocher des nouveaux clients pour en remplacer un que vous aviez chez vous et que vraiment, il est embêtant et que vous n'arrivez pas à servir. Voilà. Ça, c'est les 3 actions possibles. Quand vous avez servi un client, vous devez forcément en récupérer un. Vous devez toujours en avoir 2 devant vous. Vous pouvez voilà. Vous pouvez en avoir plus tard, mais en gros, vous avez le droit d'abord de piocher 3 cartes. C'est marqué ici. Vous en regardez. Là, j'en ai 4. Oui, vous les regardez. Tu vois ce symbole-là, ça t'en rajoute un en plus. Vous voyez, je commence à pimper mon bar. Donc maintenant, j'ai le droit, bah, tu vois, j'avais bien fait, de prendre 4 cartes. J'en choisis une, je la mets en tant que client. Le reste, je le mets sous mon paquet. Voilà, tout le monde a fait ça, tout le monde a fait son petit schmilblick. On continue, sachant que les lunes que vous pouvez récupérer, vous allez les placer sur les différents emplacements. Et par exemple, si je le mets là, maintenant, j'ai tout le temps un symbole de petite musique. Ok. Jusqu'à ce que je le dépense soit pour valider quelqu'un d'autre, soit pour le valider lui-même. C'est très pratique, on peut l'utiliser en tous les cas parce que sinon il va être perdu. Hop, je l'enlève et je le validerai, etc. etc. Ok. Sachant que la grande richesse du jeu, c'est un peu tous les symboles que vous allez pouvoir récupérer. Par exemple, là, ici, vous gagnez 4 points flat, mais après, déjà, il faut dépenser 6 lunes d'un coup, et les lunes, c'est assez rare. Oui, sachant que lui, tant que tu as la lune ici, tu gagnes une relance. Voilà. Donc, vous avez un peu ce dilemme de le garder en tant que client non servi, parce qu'il vous apporte des petits bonus pour servir d'autres clients, mais en même temps, vous avez peut-être envie de les valider pour avoir leur pouvoir immédiat, enfin, tout le temps, en fait, permanent, c'est-à-dire que là, je
je pourrais toujours avoir un client de plus à consulter. Là, j'aurai tout le temps une petite note et j'aurai toujours une lune en fait de dispo. Voilà, c'est une réduction de coût, hein, très clairement. Vous avez d'autres petits effets. Par exemple, voilà, ça vous gagnez une nouvelle relance. Ça, c'est vous pouvez accueillir un client en plus. Très cool. Ça, c'est un scoring de fin de partie. Je vous disais que voilà, vous avez un petit truc qui peut rajouter des points en plus des 12 qui mettent fin à la partie. C'est ça, ça vous fait scorer un point par votre couleur la plus présente dans votre barre. Donc là, par exemple, ce serait 2 parce que tu as 2 cartes roses. Là, on va dire 3. Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Ah si, quand même, celui-là, je l'ai utilisé, il est plutôt cool. C'est un pouvoir immédiat. Vous gagnez une lune, vous, mais par contre, vous faites perdre une lune à toute la table. Ça, c'était drôle quand je l'ai utilisé. Tout le monde a râlé. Et voilà, et c'est vraiment, tout le monde râle autour de la table parce que quelqu'un lance les dés. Tout le monde est genre, non, mais c'est bien ce que tu as fait, garde les martinis. Et il va relancer. Et on est genre, ah non, mais ça nous aurait arrangé, les martinis. Ah, et il y a les dés. On a notamment effectivement les dés, des rouges et des bleus qu'on va pouvoir gagner avec des clients ou avec un bar. Et ça permet d'avoir justement un ratio un peu différent, on le voit ici. Les dés classiques, ça s'efface là. Le dé bleu a plutôt s'efface là. Donc vous avez des lunes qui sont possiblement gagnables. Et le rouge, vous avez plutôt du martini d'ailleurs. En fait, ce qui est cool, c'est que tant qu'on a le bonus du dé rouge, par exemple, si un adversaire a aussi le dé rouge, il pourra du coup l'utiliser. Donc c'est intéressant, c'est un bonus en fait que on utilise en fait même pendant le tour de l'adversaire à condition d'avoir du coup une lune dessus. Exactement. En fait, c'était ça. Je cherchais un peu toutes les améliorations de barre. Subtil, finalement. Voilà, il y a plein de dilemmes. Et on enchaîne avec une toute petite boîte. En vrai, il y en a 2. C'est un jeu pour 2 joueurs en affrontement sur des thèmes très mignons qui sont les petits animaux. Vous avez une boîte sur les chats et une boîte sur les chiens. C'est la même mécanique de base, mais il y a des petites cartes qui vont changer. Donc, 2 joueurs, 7 en plus, 15 minutes de partie. C'est un jeu de Gareth Edwards, illustré par Pauline Détrace. Voilà, donc Wolf Days, Cat Days. Le but, c'est d'être le premier à avoir rempli sa semaine. Ici, c'est 2 chiens. Nous, on a la version chien, là. Donc, chacun a devant lui ses 7 jours de la semaine. Celui qui met fin à la partie n'est pas forcément le gagnant, parce que le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible que vous allez gagner en jouant vos petits chiens. Les points de victoire sont là-haut. Voilà, il y en a qui servent à rien, mais après, chacun a aussi des pouvoirs et des contraintes de pause. Vous avez vos petites cartes en main à votre tour. Vous jouez ou vous piochez. Quand vous jouez, c'est marqué, là il y a marqué jouer ce chien sur n'importe quel chien. Donc il faut forcément qu'il y ait un chien. Donc lui par exemple, je pourrais pas le jouer au début. Par contre, tu pourrais jouer sur les chiens adverses. Oui, mais là, dans cette situation, il n'y a aucun chien. Tu pourrais pas. Là par exemple, il y a marqué jouer ce chien chez vous le dimanche. Ok, ça, bon, clair. Je vais faire genre que c'est chez toi. Hop, le Staffy, ça te fera 4 points en fin de partie. Ok. Je pourrais jouer justement ce petit, c'est quoi, c'est un berlino, un bulldog français qui se joue sur n'importe quel chien, Je pourrais venir t'embêter parce que si j'empile, celui que tu as en dessous ne compte plus en points. Donc maintenant tu n'as plus que 2 points et non pas 4. Ça m'embête. Ok. On va des fois aussi avoir envie de remplir la semaine de l'adversaire pour mettre fin à la partie plus tôt, parce qu'on voit que nous on a plus de points que lui pour l'instant, donc on va essayer de lui remplir ses petits trous. Bien sûr. Donc on joue comme ça, on joue chez nous, on joue chez l'autre, il y a des trucs où ça se déplace, il y a des petits effets en chaîne, on peut lui voler, etc. On a aussi quelques cartes actions quand on les pioche, hein, c'est dans la pioche, qui vont... là je les vois à l'envers, donc vas-y Alex, lis. Alors ici c'est placer n'importe quel chien visible sur une journée vide de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Le deuxième c'est placer n'importe quel chien visible sur une journée vide de votre semaine. Donc ça c'est cool aussi, ça permet de se réorganiser un petit peu ces chiens. Voilà, et il y en a plein d'autres. Hop, on vous les montre vite fait, les petits visuels très mignons. Hop, et vous avez vraiment plein d'espèces. Les petits labradors, berger allemand, hop. Oh, lui il est trop mignon. Chihuahua, corgi. Pardon. Hop. Le Shiba, le berger australien, le Saint-Bernard, sachant que par exemple le Chihuahua, vous voyez, lui on peut le jouer là où on veut, mais pas adjacent à un dog allemand, un berger allemand et un Saint-Bernard. Je pense parce qu'il a peur des gros chiens. Ça doit être ça. Du coup, ça c'est le jeu des chiens. Et pour les chats, ça va ressembler un peu à ça, hein. C'est le même principe, sauf que chez les chats, vous pouvez empiler les chats sans perdre les points qui sont en dessous, parce qu'il y a le principe d'arbre à chat, par exemple. Et après, voilà, par exemple, vous avez cette petite carte, elle est fort à propos.
Voilà, vous pouvez défausser n'importe quel chat parce qu'il est un peu occupé à aller chercher un petit laser. Donc cette gamme est trop mignonne, elle va sortir dans ces petits présentoirs. Voilà, vous aurez les deux gammes. Ça c'est proto, hein, vous voyez. Hein, voilà. C'est 10 € je crois. Et à la base l'éditeur est anglo-saxon et il reverse une partie des gains à une association de défense animale et de soins animaliers, c'est Fair Place Animal Rescue. Et BlackRock a décidé de aussi participer à ça, donc une partie des bénéfices vont aussi être redistribués à cet organisme. Voilà, donc ça fait très plaisir et c'est tout mignon. On continue les présentations avec Emblème, donc un jeu de Romaric Gallonnier de Adrien Bonnard, illustré par Janice Peureux. C'est un jeu à partir de 10 ans, 3 à 5 joueurs. 25 minutes de partie, ils mettent stratégie, anticipation. C'est assez bien résumé comme mot-clé, parce qu'effectivement, c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes. Le but du jeu va être de récupérer le plus de points de victoire qu'on a représenté ici sous ces formes de petits jetons de 1 et de 5. On va jouer 3 manches, chaque manche va être composée de 3 tours. À chaque début de manche, on va piocher chacun 6 personnages parmi les 15 qu'on a dans notre pioche. On a tous, donc chaque joueur va recevoir le même nombre de personnages, le même type de personnages. On va avoir 6 cartes en main. Et ensuite, simultanément, les joueurs vont choisir un personnage qu'ils vont jouer face cachée et ensuite vont le placer dans les différents lieux. Donc si je suis le premier joueur, je révèle ma carte en premier. Et s'il y a ce petit symbole-là, ça veut dire que je vais appliquer immédiatement l'effet qui est indiqué. Ici, ce serait par exemple de défausser la carte ayant la plus haute valeur dans ce lieu. Donc par exemple, si vous voyez qu'il y a 3 lieux ici qui nous permettent de marquer des points de victoire en fonction de l'emplacement de ma carte, évidemment, les cartes seront toujours placées dans l'ordre croissant. Donc ici, dans le château, on voit par exemple que si je suis ici, je vais marquer en première position 4 points, deuxième position 3 points, et troisième et dernière position 1 point. Donc du coup, si je me mets par exemple ici, dans ce lieu, je vais immédiatement défausser la carte de plus haute valeur. Donc du coup, ce serait celle-ci qui serait défaussée. Hop, et là, c'est intéressant ici. Parce que... Alors, c'est pas très intéressant dans le move, c'est juste pour expliquer un peu le concept. C'est pas mal parce que tu vas... Si quelqu'un joue ici, forcément, tu seras la plus faible valeur et ici, ça. La plus faible valeur... J'ai un petit peu anticipé parce qu'effectivement, si mettons le joueur vert joue ici, bah, du coup, hop, il va me décaler forcément comme ceci. Et donc, bah, moi, en tant que valeur 1, j'ai de fortes chances de finir en 3e position. Attention, si je finis en 4e position, je ne marquerai rien. Il faut bien respecter les emplacements ici. Donc, chaque joueur aura simultanément choisi une carte, on révèle dans l'ordre du tour, on place dans le lieu qu'on souhaite, et évidemment vous aurez à la fin des 3 tours, donc à la fin d'une manche, des effets ici de manche qui peuvent s'appliquer, comme par exemple le marchand qui fait gagner une pièce par carte de valeur inférieure à 6 dans ce lieu. Donc ça peut être très intéressant, il faut bien le placer. Ici donc pareil, on va gagner les points de victoire en fonction des emplacements de cartes, et ma foi, je vous ai presque tout dit. Il y a des cartes qui font déplacer les cartes dans d'autres lieux, ça peut vraiment retourner l'alchimiste qui peut être très forte, sauf quand on la joue au tout premier tour, comme moi je l'ai fait tout à l'heure. Copier l'effet immédiat d'une carte adjacente, ce qui est vraiment très très fort. Le roi qui est très puissant, parce que c'est la carte la plus forte, donc ça vous permet d'être tout de suite premier, notamment sur le château, ce qui est très logique. Mais attention, s'il y a une voleuse dans le lieu, eh ben, le roi ne servira à rien. Et donc comme tu disais, effectivement, par exemple, le garde qui permet de déplacer une carte vers un autre lieu. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a ce côté effectivement de placement, on a cette stratégie de programmation, d'anticipation, mais on y ajoute cette petite subtilité sur les pouvoirs immédiats et sur les pouvoirs de fin de manche. Voilà pour la petite présentation de Emblème. Et voici Castle Boom, c'est un jeu pour enfants 5 ans, exactement 5 ans plus 2 à 4 joueurs, 15 minutes de partie. C'est un jeu de Marie et Wilfried Faure, ce duo que nous connaissons si bien sur les jeux enfants, ils sont vraiment très doués pour ça, et c'est illustré par Florent Bégu. C'est chez les Kiwizoo, c'est un nouvel éditeur qui commence à bien s'installer sur les petits jeux enfants. Donc celui-là, c'est un petit jeu de dextérité, très très cool. Vous allez essayer de gagner le plus de pièces d'or possible en construisant un château un peu bancal. Des escaliers, ouais. Et c'est un jeu aussi de mémoire. En gros, à votre tour, qu'est-ce qui se passe? Vous allez choisir une des petites tuiles qui sont sur les bords, c'est des escaliers. Et hop, moi j'ai pris une tuile violette. Il y a dessus une petite pièce de représenter. Et bien je peux déjà prendre une petite pièce et l'ajouter à ma réserve. Je peux m'arrêter ici. Comme j'ai dit, c'est aussi un jeu de mémoire, mais aussi de prise de risque. Où je peux continuer. Par exemple, je vais... Ah bien, je vais essayer de continuer à faire cette famille de violets. Donc, tant que c'est de même couleur, tu continues à piocher. Exactement, là je vais tenter... Ah, c'est un joker. Et regardez, je gagne encore une petite pièce. Donc tu continues à piocher. Allez, je suis une fille folle.
Donc Alors, celle-ci de côté. Celle-ci de côté, mon tour se termine en tout cas pour la pioche et maintenant je vais installer sur le plateau mes tuiles violettes. Donc je vais les poser sur l'emplacement violet, vous voyez où on a déjà commencé à construire des petits étages. Donc je vais le poser, hop, ma petite tuile ici, puis après je prends ici un petit mur. Un petit croisement comme ça, très bien. Oh là là. Hop, je suis obligée de poser tout ce que j'ai récupéré. Donc des fois, vous n'avez pas envie de piocher les mêmes couleurs et de devoir continuer. Hop, hop. Ouh, ouh. C'est très bien, c'est très bien. Hop. Parfait. Et ça va tenir, c'est sûr. Oh là là, Incroyable. ça tient. Je gagne autant de pièces que d'étages que j'ai réussi à installer. Donc 3 pièces ici. Voilà. Si c'était tombé, qu'est-ce qui se serait passé? Déjà, ça aurait été drôle. Oui, c'est vrai que c'est drôle. C'est très satisfaisant. Et en plus, je n'aurais pas gagné les pièces de l'étage monté puisque il n'est pas monté. Voilà, on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les tuiles d'escalier aient été jouées et on compte qui a le plus de pièces et qui est le plus riche. Voilà. Et on enchaîne avec le nouveau jeu de cartes de chez la boîte de jeu. C'est un jeu de Thomas Favrelière, Alexandre Aguilar et magnifiquement illustré par Noémie Chevalier. C'est un jeu d'affrontement à 2 à partir de 10 ans pour 30 minutes de partie. On va essayer de faire le plus de points de victoire possible pour remporter 2 manches. Voilà, ça se joue en 2 manches gagnantes. On va créer ensemble une grille commune. En fonction de comment on va jouer nos cartes, ça sera soit une grille de 4 par 3, soit de 4 par 3. Oui. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. On va chacun avoir un deck de cartes avec les mêmes valeurs. Les valeurs donc qu'on va retrouver ici sur nos petits loups. Donc tu es joueur magnifiquement bleu, canard et moi beige. Et on en pioche chacun 3 aléatoirement de notre deck. Et chacun notre tour, on va poser une carte. La première contrainte, c'est de poser une carte adjacente à une précédemment posée. Là, on peut jouer par-dessus quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre contrainte. On ne peut jouer que en recouvrant avec un chiffre strictement supérieur. Les 2, les 3. Si toi, Antoine, tu veux me recouvrir, il faudrait un 4, etc. On continue comme ça jusqu'à ce que la grille soit remplie. Dès que la grille est remplie, il n'y a pas de dernier tour. Ça peut être très frustrant, je vous l'assure, c'est mon cas. Il y a une bonne gestion du tempo, effectivement. Ouais, énormément. Hop, on arrête et on va comptabiliser les points. Déjà, on va regarder qui est majoritaire en petite lune. Voilà, on va compter toutes les lunes et le majoritaire gagne 2 points. Hop, c'est marqué ici sur notre petit récap. Ensuite, on va compter les majorités dans chaque ligne. Les majorités, ça se compte en valeur additionnée. Celui qui est majoritaire va récupérer les cartes de sa couleur qui sont visibles. Vous voyez, des fois en dessous, il y en a. Et ça va être ses points. Une carte, c'est 1 point. Voilà. Ensuite, on continue à comptabiliser. Là, c'est moi. Hop, je récupère. Lui, là, c'est perdu, ça. Et on continue. Hop. Mais c'était ça. Et là, on est à égalité. Voilà. Sachant que, une fois qu'on a fait ça, on va aussi additionner nos petits points de montagne des cartes qu'on a récupérées. Donc ça me fait 1 point en plus pour cette carte. Donc cette carte me rapporte 2 points. Parce que je l'ai gagnée et parce qu'en plus elle a une montagne dessus. On va regarder du coup qui a le plus de points. La personne qui a le plus de points à cette manche prend un morceau de montagne, hop, l'ajoute devant lui et il va pouvoir choisir une nouvelle carte. Ça, c'est le gagnant qui a accès à ces cartes-là qui sont un peu pétées comme vous pouvez le voir, genre le 6 Carrément peut pété. recouvrir bien fort. Le perdant va pouvoir récupérer une carte de pouvoir. Ils sont bien pétés aussi. Ah là, on est presque sur de la triche ultime. Hein, Voilà, là par exemple on a le droit d'avoir jusqu'à la fin de la partie, parce qu'il y a le petit infini ici, 5 cartes en main. Ça par exemple, une fois dans la partie, dans la manche quoi, on peut déplacer un bloc entier de cartes ailleurs dans la grille. Ça c'est hyper pété. Là, une seule fois par partie, mais j'ai le droit de placer 2 cartes d'un coup. Par manche. Par manche, partie, oui, par manche, c'est vrai. Voilà, on a, j'ai oublié de dire celui-là, le 1, si vous arrivez à le mettre dans un coin et qu'il n'est pas recouvert, vous avez 3 points supplémentaires. Ça, c'est bien pété, mais c'est assez difficile parce que le 1 peut facilement se faire recouvrir. C'est énormément de tempo à gérer parce qu'en plus, vous avez ce petit récap qui vous donne la répartition des cartes. Donc quand vous voyez que tous les 3 ont été posés, vous dites « Ok, ça y est, je peux poser mon 2 parce qu'on ne pourra plus me recouvrir, il n'y a plus le 3. » Donc c'est très subtil et c'est vraiment immédiat. C'est un gros coup de cœur aussi. Voilà, on enchaîne.
Et donc maintenant, je vais vous parler de Limite. C'est un jeu de chez les Ludonautes, c'est un jeu de Alexandre Poyer. C'est un jeu essentiellement expert, honnêtement, parce que vous voyez le temps de jeu ici. Vous avez 80 minutes à 160 minutes pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans. C'est un jeu dans lequel vous allez gérer votre pays. Et donc chaque joueur va gérer son pays. C'est pour ça qu'on a un petit plateau personnel ici qui représente le niveau de ressources que l'on possède, le niveau de production qui va augmenter, les différentes classes sociales qu'on a sur la droite, le niveau de population qui va augmenter. En fonction du niveau des classes sociales, il peut y avoir des révoltes qui vont se créer, ou au contraire, le pays sera plutôt content de vivre ici. Le pays est content de vivre ici. Ouais, le peuple pardon, est content de vivre ici, merci de nous reprendre. On va avoir ici une petite, entre guillemets, aide de jeu, mais qui est extrêmement... Alors là, ça vous paraît un peu chargé, mais c'est extrêmement clair et très utile. Je ne vais pas rentrer dans le détail des points, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous voyez, on a différentes aires. Ce sont notamment les différentes manches, en fait, ça représente les 2 siècles en fait ici. On commence à 1850, on finira en 2060 si tout va bien. Et à la fin de chaque manche, en fait, on retourne cette petite tuile et on commence la nouvelle ère, etc. Et on fait ça en fait 7 fois. L'idée c'est que ici on a une aide de jeu qui va nous indiquer justement comment tout va se dérouler. On va avoir du coup différentes phases et on a ce petit marqueur qui nous indique qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'aide de jeu. Et ça va dépendre notamment des classes sociales. Vous voyez que sur le plateau personnel ici, on a différentes classes sociales. Ces classes sociales vont pouvoir augmenter, mais attention, il y a une contrainte principale, c'est que les classes sociales ne peuvent jamais être supérieures ici en valeur si au-dessus on a une classe sociale qui est inférieure. Donc d'abord, il faut augmenter les classes sociales hautes pour augmenter ensuite les classes sociales plus basses. Donc dans ce genre de cas, hop, je peux fonctionner comme ceci par exemple. Donc là on voit que la première classe sociale est au maximum. Donc là je peux augmenter B, puis C, puis D, etc. Donc C ne peut jamais se retrouver là si B n'est pas d'abord au niveau 4. Donc il faut respecter comme ça cette hiérarchie. Ça va être important, pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici mon aide de jeu dépend du niveau de certaines classes sociales. Donc pour la phase politique, la classe sociale est très importante, parce que si je suis en niveau 1, eh ben, à l'avancée technologie, je n'ai rien, alors qu'au niveau 2, par exemple, j'aurai déjà accès à une carte spéciale. Je reviendrai plutôt sur les cartes plus tard. Donc on déroule en fonction de son niveau. Donc là, typiquement, si je suis au niveau 1 dans la classe sociale, je vais pouvoir refaire ma main. Au début, on a des cartes comme ceci. Il y a 3 types de cartes qu'on va retrouver avec de la production, du militaire et du social, en fait, tout simplement. Au début, du coup, on a des cartes en main. On va pouvoir justement en piocher ici 5 dans un paquet de mon choix. Je vais récupérer, par exemple, ces cartes-là. J'en pioche 5. Je vais en choisir une comme indiqué ici parmi toutes celles-ci. Mettons, j'ai envie, tiens, l'endoctrinement, je trouve ça intéressant, mais les études supérieures, ça me paraît cool aussi, donc je vais récupérer ça. Le reste, je le mets sous la pioche. Hop, ça, c'est vraiment une première phase importante. Ici, on a la limite de main. 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'étais en niveau 3, mettons, j'avais 7 cartes en main. Donc vraiment, j'augmente mon stock de cartes en main. Et enfin, ici, on arrive à la décision politique. C'est là où cette phase-là va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Les joueurs vont pouvoir choisir, comme indiqué ici, soit de jouer 2 cartes, soit de jouer une carte et passer, soit passer. Donc du coup, là, si c'est mon tour, je peux décider de jouer 2 cartes, ou jouer une carte et passer, ou passer. Et une fois que tous les joueurs auront fait l'action de passer, on passera à la phase d'après. Donc en jouant des cartes, vous voyez que les cartes ont un coût et ont un bénéfice. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais si on prend la scolarisation, par exemple, c'est très simple. Je joue cette carte-là, je paye $1 par rapport à mon niveau de population. Le niveau de population est indiqué ici. Donc là, je suis à 5, ça me coûterait $5 d'augmenter ici une classe sociale de mon choix. Donc là, par exemple, je pourrais pas augmenter D, par exemple, parce que ni B ni C est au niveau 3. Mais donc tu là, peux augmenter E. Je peux augmenter E ou B, par exemple. Donc si je décide de le faire, je vais dire E, parce que c'est quand même plus sympa l'égalité entre les classes. En tout cas, c'est ce que je pense qui est bien pour mon pays. Donc si j'ai joué cette carte-là, il n'y a pas de souci, je la joue. Je pourrais en jouer 2 si je veux avec l'action, etc. Donc là, c'est le passage, le moment où on joue des cartes. Ensuite, on arrive à une phase sociale. La phase sociale va dépendre du niveau de la classe C. Donc là, ma classe C est au niveau 2. Donc je vais regarder la deuxième colonne, tout simplement. Et là, il se passe des choses. Notamment, je vais perdre de la nourriture par habitant. Donc là, typiquement, la population est à 5, donc je dois payer 5 de nourriture. Donc là, on voit que j'ai de la nourriture ici, à 5. Si j'en avais 15, c'est très simple, vous retournez le jeton et c'est marqué que vous en avez 15. Bon, là j'en ai 5, donc du coup mon curseur m'indique que je paye 5, donc ça descend ici, voilà, j'ai payé mes 5. Ensuite ici, on va avoir un maximum, donc là mon total doit être de 10. Si j'ai trop, je perds. Ensuite on a la consommation, donc là c'est par rapport à ce que je produis, notamment ici en consommable. En consommable, mettons j'en ai 10. On me dit que je dois payer 1 par habitant
-1, donc ma population en fait est de 5 -1, bah, du coup ça ferait du coup 3 ici, donc je devrais payer en fait 3 tout simplement. Je descends, la population augmente, ça c'est obligatoire, donc mon curseur qui était ici monte ici, donc maintenant je passe à 10. Ici, en fonction de s'il y a des biberons, parce qu'on peut récupérer des biberons, il va y avoir une baisse de la mortalité, donc ça va aussi augmenter. Baisse de la natalité, ça fait que je dépense des biberons si j'en ai 2. Ici, on va augmenter la production. Bref, je ne rentre pas tout dans le détail, mais vous voyez qu'en fait, l'avantage de cette aide de jeu, c'est que simultanément, tous les joueurs peuvent suivre ce qui se passe. On va gagner de l'argent, on augmente les productions. Potentiellement, là, on arrive à une phase qui est très intéressante, c'est que l'ordre public fait que, en fonction de si on a un curseur ici qui est en danger ici dans la révolte, il va se passer quelque chose. Si jamais on est entre les deux, c'est-à-dire entre la paix et la révolte, eh ben, il va se passer quelque chose aussi. Et si jamais on est dans le positif ici en paix, ben, il se passe de nouveau des choses un peu plus intéressantes. On augmente de 1 cran sur les classes sociales et on gagne 10 d'argent. Et ensuite, la phase que je préfère, c'est la phase d'augmentation en fait, de ce petit marqueur-là, en fonction de la différence entre la classe A et la classe E. Là, on voit que j'ai 4 en A et 2 en E. Le différentiel est de 2, donc j'augmenterai de 2 ici. Donc c'est pour ça que si vous avez un différentiel trop grand entre les premières classes et les dernières classes... Ouais, révolte, hein, forcément. Révolte, exactement, comme dit Guetno. Ensuite, phase internationale. Donc là, en fait, c'est une phase qui va impacter un peu tous les joueurs. Ici, vous allez avoir une guerre froide, donc si jamais quelqu'un... Il y a 15 en militaire, bah, il va y avoir du danger. Donc là, c'est par rapport à ce qui est ici. Vous avez des jetons qui vont un peu créer des espèces de pénuries, des dangers pour tous les pays. C'est là où, en fait, donc je passe entre autres cette phase-là, mais il va y avoir différentes crises qui peuvent se produire. La fin de partie peut s'enclencher lorsqu'il y a 4 crises ou lorsqu'on aura joué les 7 générations. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez dans ce jeu, c'est que tout est très logique. Le différentiel des classes, les révoltes qui peuvent s'enclencher par rapport à ce différentiel, la population qui ne cesse d'augmenter, d'où le nom du jeu limite, la production qui va être intéressante notamment parfois pour jouer des cartes, l'argent est très important, mais pour avoir de l'argent, il faut que la classe sociale C soit assez haute, et pour qu'elle soit haute, il faut qu'au moins la A et la B soient également hautes. Ici, vous aurez la possibilité de vendre des choses et aussi également d'acheter certaines choses, donc du coup, vous aurez une espèce de va-et-vient sur les différentes pistes. La surproduction peut amener également des crises. Et je ne peux pas rentrer plus dans le détail que ça. Vous avez ici des petits jetons qui vous indiquent justement un peu les territoires que vous possédez. Si jamais vous en perdez trop, ça vous indique un peu la limite que vous aurez dans votre stock et dans ce que vous pourrez produire au maximum. C'est bon. Je pense que j'ai dit le plus gros en fait de ce jeu. Donc vous êtes sur un jeu expert de gestion de pays et de gestion de crise surtout. Et voici le chat et la tour. C'est un jeu de Unfriendly Games qui ont déjà amené Nekojima. Donc on reste sur un thème très chat. Moi j'adore. C'est un jeu coopératif. Il y a aussi une variante compétitive. C'est un jeu d'adresse et de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour 20 minutes de partie. On va essayer d'amener le petit chat noir, Neko, le plus haut possible sur la tour qu'on va créer ensemble. On a un petit barème, voilà, on se défie pour essayer d'aller le plus haut possible et avoir le plus de points possible. À son tour, c'est assez simple, on va choisir une des 2 actions qui sont sur la carte, enfin sur les 2 cartes qui sont disponibles. Donc soit j'utilise cette carte-là et soit je prends les murs qui sont indiqués, donc qui sont ici, classé par d'ailleurs taille. Ici, c'est le plus bas, un peu moins bas, etc. Et ça, c'est super dur à placer. Soit je prends le chat bleu et je vais le placer sur la tour, au-dessus de l'étage du Neko. Voilà. Donc du coup, à mon tour, je vais choisir, on va dire, celui-là. Donc je vais prendre ce petit mur, celui-là, et je mettrai un petit toit. Hop, je les plie comme ça m'arrange, parce que peut-être que j'ai envie qu'il reste plat. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait. Hop, et je vais le placer. Voilà. Hop. Oh, je respire trop fort, les gars. Tout va bien. Et je prends l'étage en cours. Donc ici, on est à l'étage 4. Et je le pose comme je peux. Et voilà. Et je défausse la carte action que j'ai utilisée. Et on en révèle une nouvelle pour le prochain joueur. Celle-ci est très drôle. Parce que si vous l'utilisez, vous êtes obligé déjà de prendre un chat. Et vous allez devoir le caresser. Donc on va dire que je fais cette action-là. Je vais le mettre... j'ai essayé de le mettre de votre côté pour que vous voyez. Je vais peut-être pas prendre lui parce que je suis en train de me flinguer toute seule. Je prends un super dur à placer. Hop. Et je dois le caresser.
Gentil petit chat, gentil. Voilà, c'est mon petit gage. Hop, et je vais continuer à faire ça, mais surtout, je vais essayer de réaliser ces objectifs-là, parce que c'est grâce à ces objectifs que je vais pouvoir monter Neko de 2 étages, en tout cas sur ces objectifs-là. Celui-ci en plus. Exactement. Je viens de coller 2 chats de différentes couleurs, côte à côte. Hop, je valide cet objectif. J'en révèle un nouveau, comme d'habitude. Et je vais pouvoir monter Neko de 2 étages et le mettre là où je peux. Voilà, c'est très peu stable. Et donc du coup, à partir de maintenant, les chats que je vais placer seront ici, parce que toujours au-dessus de Neko. On continue maintenant, je vais essayer de vous trouver quand même un objectif, parce qu'on monte souvent de 2 étages, mais il y a des fois on monte de 3, parce que c'est super chaud. Là, ça vous impose 3 chats orange qui se touchent. Wow. Voilà. Là, on a les 2 gros pâteaux qui se touchent. Qui se superposent en plus. Parce que c'est Oui, ça. celui-là, Wow. ceux-là, hop, ils touchent et ils se superposent. Alors ceux-là, ils sont chauds Et là, de chaud. C'est 2 pâtons ronds là. Ouais, c'est 2 gros chats là. gros chats. Là, vous avez du coup ce petit rack-up qui est quand même très pratique. Hein. Voilà, là, vous avez cet ordre de grandeur et Oui. vous avez un peu le petit récap de tous les cibles que vous pouvez retrouver sur les cartes actions et sur les cartes objectifs. Donc on essaye comme ça de monter. C'est un jeu coopératif mais à communication non limitée. Hein. On peut essayer de s'aider en disant ah, bah, si tu mets le mur comme ça ira mieux. Et on va aussi réfléchir à bah, là on vient de mettre un mur un peu plus haut de ce côté-là que ici. Donc au prochain tour on va essayer de prendre un mur plus haut et le mettre peut-être là pour rééquilibrer la tour. On nous a dit que c'était déjà monté jusqu'à 15 étages. Moi je dis que c'est faux. Voilà. Bon, bah on peut enchaîner. On enchaîne avec Les Derniers Droïdes, un jeu de chez Blue Cocker. C'est un jeu de Fabien Gridel. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour 30 minutes de partie. On y a Illustré joué. par Alors c'est illustré par Bonne Question. C'était Alors, non, illustré c'est- par qui C'est pas illustré par Bonne Question, mais c'est illustré. Anne Ensek. Illustratrice de Welcome. Ah, illustratrice de D'accord. Welcome. Très bien, merci pour l'information. On a fait une partie à 4, c'est un jeu qui va quand même avoir différents, on va dire, modes de jeu. C'est vrai qu'on joue à 2 et 3, c'est peut-être un peu différent qu'à 4. Nous, en tout cas, Et on y un a joué mode à 4. solo. Et il y a un mode solo. Comme nous, on y a joué à 4, je vais vous expliquer essentiellement comment ça fonctionne à 4 pour vous donner un peu une idée du jeu. Ici, le but du jeu, ça va être de faire le plus de points de victoire. Les points de victoire vont être marqués en fonction de ce qui est marqué ici, de manière brute, avec différents modificateurs parfois sur les différents robots que vous allez récupérer durant la partie, mais également entre les joueurs, on va avoir notamment des cartes qui indiquent comment on marque des points et sous quelles conditions. Voilà, ce sont les cartes qui sont en dehors des cartes qu'on va piocher, ce ne sont pas des cartes de robots. C'est Et des c'est- droïdes maison. Exactement, des droïdes. droïdes maison qui coûtent très cher en termes de ressources, mais qui peuvent être très rentables. La mécanique de jeu, c'est un jeu dans lequel en fait on va récupérer des cartes, et ce qui est très bien fait, c'est qu'en fait la boîte va tourner au fur et à mesure des tours, indiquant quels sont les joueurs qui vont devoir piocher. Ici par exemple, on va, en tant que premier joueur, je vais piocher ces 2 cartes-là, et la personne qui est juste à ma gauche va également piocher 2 cartes. Qui est ton copain parce que c'est en équipe. Exactement, là à 4 on sera en équipe et donc du coup mon allié va avoir ceci et moi je vais avoir ceci. Vous voyez que les robots, donc là sur les configurations, enfin sur l'iconographie des cartes, pour s'attarder un petit peu dessus, vous allez avoir 3 manières d'utiliser une carte. La première ça va être de la défausser, donc de la recycler en fait pour donc déstructurer le robot, pour récupérer les ressources qui sont ici. Ressources qui viendront se placer dans les colonnes de votre plateau qui sont indiquées ici, avec des boulons, de l'huile, des cartes graphiques, là, des circuits imprimés, et ici une batterie qui vaut à la meilleure ressource, c'est une ressource joker. Donc soit je défausse la carte, et puis je gagne les ressources ici. Soit je peux construire cette carte-là, et donc ça me donne le gain ici. La réparer, parce qu'on La est des réparer, pardon. réparateurs de droïdes. On va réparer ce droïde-là, et donc, pardon. Et donc du coup je vais gagner éventuellement donc, des bonus ici, c'est pour les plantes, c'est de la majorité, mais surtout je vais gagner les points qui sont là. Tous les robots n'ont pas les mêmes bonus en fonction de leur couleur de carte, en fonction de leurs caractéristiques. L'autre possibilité, c'est de défausser la carte, non pas pour gagner les ressources en haut à gauche, mais pour aller construire tu m'as dit robot maison, c'est ça ? Une droïde, une maison droïde. Une maison droïde, et donc je dois défausser une carte pour dire je construis cette maison-là. Et il faut que je paye le coût qui est indiqué juste à gauche ici de la carte. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et je gagnerai en fin de partie, si je remplis les conditions, les points qui sont ici et ceux-là également. Voilà. Hop.
Les différents types de robots. Donc là, je vous montre rapidement. On a ceux-là avec les petites antennes qui eux, Télécommunications. Les télécommunications, merci, qui permettent de marquer des points ici, plus la variable qui est en fait ici. Vous allez regarder dans la défausse combien il y a de cartes comme ça, et c'est des points supplémentaires, tout simplement. Ici, on a peu de points, mais on a des effets qui, durant la partie, pour les jaunes en tout cas, pour les espèces de pelleteurs comme ça, là, les recycleurs, vont vous permettre de gagner des petits effets en plus durant la partie. Les bleus, relativement simples, vous gagnez des points, basta, c'est très cool. Ici, pareil, on a des effets assez spécifiques sur du troc de ressources, puisque ce sont des marchands. Ici, on a plutôt des robots qui vont améliorer votre capacité de stockage, parce qu'au début, on est limité à 3 dans chacune des catégories, mais au fur et à mesure de la partie, on peut gagner des petits éléments qu'on viendra poser ici, et qui sont en fait du stock supplémentaire pour les types de ressources indiqués. Je crois que j'ai tout dit, il en restait peut-être un. Non, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. C'est les verts, j'ai pas dit. Ah bah oui. Les verts, en fait, ça vous fait des points bruts, un peu comme les bleus, mais si vous êtes majoritaire en fleurs par rapport aux autres joueurs, vous gagnez 3 points supplémentaires. Une fois qu'on a sélectionné les cartes, ce qui est très bien fait du coup dans la sélection de cartes, c'est comme j'en ai pioché 2, j'en choisis une pour moi, une pour le joueur qui est à ma gauche. Et donc comme la boîte à chaque tour va ensuite tourner, ce qui fait qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver à devoir donner une carte non pas à votre allié mais à votre adversaire. Et donc ce qui est cool, c'est qu'à 4 on a ce système où à un tour je donne une carte à moi, une carte à mon allié, et puis à l'autre tour je donne une carte à moi et une carte à mon adversaire, et il y a un moment où en fait vous allez juste forcément recevoir des cartes de vos adversaires, puisque vous êtes dans un tour où c'est vos adversaires qui choisissent pour eux en fait. Donc c'est vraiment une dynamique très efficace, ça marche la boîte, aussi bien. C'est trop bien, vraiment c'est hyper pratique. Très très bien pensé ce système là qui indique à chaque fois qui doit piocher. Au fur et à mesure, donc il y a trois types de cartes, vous avez les cartes de niveau 1 en fait, et au bout d'un moment on va arriver sur des cartes qui vont déclencher les cartes de niveau 2 qui sont beaucoup plus fortes, intéressantes mais chères. Exactement. Et donc la fin de la partie arrive quand on a soit vidé les paquets ici, soit du côté d'un plateau, parce qu'il y a ces 4 cartes là d'un côté et de l'autre côté également. 3 cartes. Non, il y en a 4 normalement ici. Ouais, parce que pardon, là j'en vois 3. Donc normalement il y a 4 cartes. Voilà, il y a 4 maisons de chaque partie de la table. Donc du coup il y a 4 cartes de ce côté et 4 cartes de l'autre côté. Si jamais un des côtés est entièrement vidé, et bah du coup c'est également la fin de la partie. Voilà pour la présentation de les derniers droïdes. Et on vous présente cette fois Amanite, c'est un pur proto, hein, c'est marqué, les illustrations sont amenées à changer au niveau des contrastes et d'autres détails. C'est un jeu de Thanos Vazov et illustré par Roxane Campoy. C'est le prochain jeu de chez Spiral Edition, donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 30 minutes de partie. Je dirais, l'âge, je ne sais pas. Je pense plutôt 8 ans. 8 ans? Moi j'aurais peut-être dit 10. Oui, tu peux dire 10. Bon. C'est un jeu où on va aller collecter des champignons et qu'on va essayer de ne pas mourir, hein, tout simplement, en collectant des champignons qu'on ne connaît pas trop. Voilà, on est un peu des amateurs, clairement. Donc du coup, on va mettre, ça c'est tous les champignons qu'on va pouvoir croiser dans les bois, et on va distribuer aléatoirement un paquet de valeurs. Donc là, dans ce paquet-là, c'est que des 1, ok. Là, il y a la valeur 2, la valeur -1, donc évidemment le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible, donc les -1 on n'aime pas trop, et les 3 sont ici. Sauf que, une fois que j'ai trié ces valeurs, je vais les agencer au pif, donc je ne saurai pas quel champignon va valoir -1, etc., etc. Sachant que vous avez aussi du poison et des antidotes. Si à la fin de la partie, dans votre tas de trucs que vous avez collectés, vous avez plus de poison que d'antidotes, vous êtes mort. Voilà, vous ne comptez même pas vos points, c'est bisous. Par contre, si vous arrivez à avoir des paires, autant d'antidotes que de poison, et donc par paire, vous avez 5 points par paire. Donc ça peut être très rentable, mais c'est un peu risqué. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, on va tirer la première manche 4 champignons, deuxième manche ce sera 5 champignons, et troisième et dernière manche ce sera 6 champignons qui sont tirés de ce sac magique, sachant qu'en début de partie, chacun a sa couleur de pion en fait, et va pouvoir aller consulter l'info de ces 3 champignons là. Donc le joueur ici va pouvoir prendre une carte de la valeur du bleu, une carte de la valeur du jaune et du rouge, sauf que déjà premier twist, il doit les mélanger, donc il sait à peu près qu'est-ce qu'il y a, mais il ne sait pas lesquels exactement rapportent quoi. Okay. Donc je sais que parmi les 3 que j'ai là, il y en a un qui fait 1, un -1 et l'autre 2. Ok, je garde ces infos là. Et maintenant,
chacun notre tour, en commençant par le premier joueur qui va tourner à chaque tour, on va poser un de nos petits meeples dans les emplacements des petits bois. Donc le premier à se placer dans un bois se met ici. À un moment, quelqu'un peut se placer ici. Et là, on va avoir la dimension de split and choose. Celui qui se place en deuxième, c'est bien marqué, va créer de l'eau. Donc il les crée comme il veut. Hop là, il va faire ça. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses petits bonhommes. Une fois qu'on a placé tous nos petits bonhommes, sachant qu'on ne peut pas être deux fois sur le même bois, voilà, je ne peux pas être deux fois ici, hein, on se répartit dans les bois. Et on va commencer, hop, à résoudre. Vous voyez, le petit chemin, c'est très bien fait. On commence par ici. Donc, en premier, ce sera le jaune qui se servira dans les lots que lui, il aura fait. Donc, lui, il les fait, mais c'est l'autre qui se sert en premier. Donc, il va prendre ceci et l'autre est obligé de prendre ceci, pour le meilleur comme pour le pire. Et on continue comme ça, hop, etc., etc. Sachant que le cochon, un petit cochon truffier, il vous rapporte 3 points bruts, mais il vous permet de vous débarrasser d'un des champignons, soit parmi ceux que vous avez récupérés, soit parmi des précédemment cueillis. On continue comme ça, là, on vide. Et sachant que quand on est tout seul sur un emplacement, on a le droit de choisir ce qu'on veut, mais que 2. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir poser un de nos livres, on n'en a que 2 dans la partie, sur un des emplacements. Vous voyez, là, il y a des petits emplacements, des champignons. Et là, vous allez pouvoir prendre la carte et regarder vraiment l'info. Donc, vous savez maintenant que celui-là vaut 1 point. Ok ? C'est bien de les cueillir. Voilà, c'est plutôt bien de les cueillir. Par contre, bon, bah, si à un moment vous avez l'info que lui c'est un poison et que vous en avez plein, bah, vous allez essayer de récupérer des cochons truffiers ou des antidotes, mais peut-être qu'à ce moment-là vous savez pas trop où ils sont. Donc vous allez pas mal regarder aussi ce que les autres font. S'il y en a un qui commence à grave récupérer celui-là, vous dites bon bah ça doit valoir pas mal de points, mais peut-être que même lui il sait pas trop ce qu'il fait et qu'à la fin il se retrouve avec que du poison. Et on enchaîne ça. Et à la fin, on révèle toutes les infos de tous les champignons et on va compter déjà si quelqu'un est mort, hein, tout simplement. Et après, on compte les points. Sachant qu'après, vous pouvez avoir d'autres scoring que vous pouvez mettre en jeu pour remplacer. Par exemple, là, vous avez 8 points si vous avez exactement 2 mêmes champignons. Par exemple, là, celui qui a le plus de champignons, il a 10 points en plus et le deuxième en a 4, à 4 points. Voilà, c'est un jeu bien tendu de déduction où on peut vraiment bien bluffer. Alex, t'aimes bien toi, de toute façon le bluff, dès que tu prenais une info sur un champignon, c'est genre oh là là, alors que bon, bah on sait pas trop. Et voilà, on l'attend avec impatience parce qu'en vrai, moi déjà je le trouve super beau alors qu'il n'est encore qu'en working progress, je le trouve très mignon. Et ce genre de jeu de split and choose, de guessing et de bluff, un très bon mélange. On enchaîne avec Heatherstone, donc un jeu de Virginio Gigli, on va y arriver. Simone Luciani et aux illustrations c'est Paolo Voto. Donc Heatherstone, un jeu pour, alors j'ai pas vérifié, de 2 à 4 joueurs, c'est ça. 14 ans et plus, c'est du jeu de combo de cartes expert. Et on compte 20 minutes par joueur. Donc dans ce jeu, le but va être d'avoir le plus de points de victoire. Les points de victoire sont marqués essentiellement sur les cartes qu'on a ici. On va également avoir des petits jetons qui représentent également les points de victoire. Et notamment durant la partie, on va pouvoir vaincre des créatures qui ressemblent à ceci. C'est des menaces sur le monde. Tout à fait. Qui également vous font gagner des points de victoire. Attention, ces petits jetons-là, vous essayez de ne pas les récupérer parce que ça vous fait perdre des points de victoire. Ça vous en fait perdre 7. Aïe, aïe, aïe. L'idée du jeu, c'est qu'on va chacun avoir au début de la partie un leader qui va avoir un certain nombre de points de vie ainsi qu'une capacité spéciale et des ressources que l'on aura ici, au centre du plateau. Hop, merci beaucoup. Oui, c'est l'apocalypse, désolé. Donc au centre du plateau, vous allez voir qu'on va avoir des petits cercles comme ceci avec des dés de différentes couleurs. Chacune des couleurs, notamment pour ces 4 ci, correspondent à des pierres de même couleur. Et on a également ici un dé violet qui correspond un peu à une valeur joker finalement, un dé de néant que si je récupère, je perdrai un point de vie, mais je pourrais récupérer 2 pierres de la couleur de mon choix, ce qui peut être très intéressant. Un tour de jeu, c'est relativement simple. Vous allez avoir ici un tour de jeu qui récapitule ce que vous allez pouvoir faire, donc notamment de manière optionnelle, relancer tous les dés, je vous expliquerai un peu près en détail plus tard. Ici, effectuer une action parmi celles-ci. Et enfin, on vérifie s'il y a une fin de partie. Donc une fin de partie, ça peut arriver de 3 façons différentes. Soit un joueur n'a plus de cartes en main, c'est la fin de la partie. Soit ici, la pioche a été vidée. Et dans ce cas, c'est une fin de partie. Soit il n'y a plus de jetons point de victoire, et c'est également une fin de partie.
À mon tour de jeu, qu'est-ce que je peux faire? Une des actions que l'on va très souvent faire, c'est tout un peu ce qui va le différencier d'un juste un jeu de combo de cartes, c'est qu'il y a également un principe de gestion de ressources. On va pouvoir également à son tour récupérer un dé. Un dé ici qui indique quelle pierre je vais pouvoir récupérer. Donc quand je prends ce dé, en fait, je le place devant moi et je prends immédiatement toujours 2 pierres de la couleur du dé. La valeur et la couleur du dé va avoir un impact notamment sur les cartes, car une action que vous allez pouvoir faire durant votre tour, ça va être de pouvoir jouer des cartes qui ont toujours un coût ici. Alors quand vous avez une couleur, c'est la couleur imposée en fait de la pierre, tout simplement. Donc là, je dois forcément payer 2 pierres noires, plus 3 pierres de la couleur de mon choix. Donc cette carte-là, me coûte 5 pierres, dont 2 noires. Quand vous allez jouer des cartes, certaines cartes vont avoir des effets, comme ici, je vous montre 2 exemples. Quand vous allez récupérer, donc quand une carte est devant vous, quand vous allez récupérer un dé, en fonction de sa valeur et ou de sa couleur, vous déclencherez des effets, notamment là entre 1 et 6, je vais pouvoir récupérer une petite pierre noire, alors que ici, quand je récupère le dé noir, j'enclenche l'effet qui est ici. Certaines cartes vont également avoir des forces ici, qui pourront s'ajouter à la force de votre leader. Mon leader que je ne sais plus où j'ai mis, là. Voilà, hop. Donc là, ce leader a une force de 0, mais vous voyez qu'il a une capacité. Ça, c'est un rappel d'action d'attaque. Quand j'attaque, car c'est une des actions, je vais pouvoir gagner autant, donc plus de force pour chacun de mes soldats. Il y a 3 types de cartes, enfin soldats, pardon, pour chacun des adeptes. Vous avez 3 types de cartes. Les adeptes, je vais mettre de l'aide de jeu qui est très bien faite. Les technologies ici avec la petite roue. Le leader qui est là. Et le 3e type de carte, c'est les technologies qui... non, c'est les rituels, pardon, qui sont là. Ça, c'est technologie et ça, c'est rituel. Donc une action qu'on peut faire, comme je disais, c'était également d'attaquer les cartes qui sont ici. Les cartes, rappelle-moi, j'ai plus le terme. Les menaces. Menaces, merci, je l'avais plus. Donc les cartes de menaces qu'on va pouvoir attaquer. Quand on va attaquer une menace, on va pouvoir engager notre leader ou plusieurs d'autres créatures qui ajouteront la force. L'idée étant d'atteindre au moins ceci pour vaincre la menace. Quand je réussis à la vaincre, je récupère le bonus qui est ici. La carte, je la récupère parce que ça fait des points de victoire, je le rappelle, en fin de partie. Et ils apportent des bonus aussi. Ils apportent des bonus ici quand on arrive à les vaincre. Effectivement, quand on arrive à les vaincre, on gagne des petits effets. Je vérifie que j'ai... On peut taper les autres aussi, Jean. On a des effets de cartes qui peuvent interagir avec les autres joueurs, ce qui est toujours très cool. Ça les fait pas perdre, mais ça fait perdre beaucoup de points de victoire si on arrive à les tuer. Comme celle-ci, par exemple, que j'ai fait tout à l'heure, que je trouve très Oui, qui fait perdre des points à tout le monde. Fait perdre des points de vie à tout le monde, et si quelqu'un... Ça, c'est très très cool aussi d'ailleurs, petite mécanique sympa, c'est que si au début de votre tour, vous vous retrouvez à 0 point de vie, vous devez passer votre tour et faire un pacte avec le néant, ce qui vous oblige à prendre ce genre de jeton, comme je le disais. Et ça, c'est pas ouf. 7. Parce que ça fait moins 7 points en fin de partie, pardon. Mais par contre, je remonte immédiatement au maximum de points de vie, c'est-à-dire ce qui est marqué sur votre leader. Mais par contre, c'est vraiment le tour est perdu à ça. Le tour est perdu à ça. C'est malheureux, mais ça permet de se refaire. J'ai l'impression que c'est un peu inévitable. Et il y avait cette fameuse action là que tu disais que peut-être tu reviendrais dessus. Renouveler la réserve de dés. Oui, tout à fait. Oui, je reviens sur un point parce qu'effectivement on me le précise. Point très important dans ce jeu, pour les joueurs justement de jeux de combo de cartes, ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la partie, on commence avec un leader et 7 cartes, 2 leaders pardon et 7 cartes. Vous allez choisir un leader, vous allez également drafter vos cartes, ce qui est très intéressant parce que ça vous permet, alors sur les premières parties, je ne pense pas que ce soit le plus confortable, mais quand vous connaissez bien le jeu, évidemment, l'idée étant de créer votre deck, un peu à la manière d'un Res Arcana, finalement, de créer un flot de cartes qui permettra en fait de créer des synergies entre vos cartes. Et donc renouveler les dés en action possible, ça vous fait perdre un point de vie, mais ça vous permet de récupérer les dés de tout le monde et de tout relancer. Et donc après, vous serez le premier à vous servir dans les dés et à récupérer les ressources. Tout à fait. Ça permet d'avoir plus de choix quand même au début de son tour. Voilà, donc on y retrouve vachement aussi l'amour des auteurs pour Magic. Oui, sur le combo de cartes et puis aussi sur le système de dés en fait, notamment, et le système de gestion de ressources. Des énergies, etc. Donc très très cool, très sympa ce jeu de combo de cartes, à la fois de gestion de ressources et puis avec plein de petites subtilités qui sont très agréables. Et on conclut cette magnifique journée, 2 jours d'ailleurs, avec Alligato, qui est le prochain jeu des Ludonautes. C'est un jeu de Florian Siriex, Mélodie Ladra et illustré par Thomas Breton. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour 45 minutes de partie. Il y a un peu plein de mécaniques qui se mélangent, par exemple le draft, la gestion de ressources, des objectifs, et ouais, il y a plein de trucs. Et de combos d'agencement et combos de pouvoir. Oui.
on va, en gros c'est l'anniversaire du shogun, et on va utiliser nos artisans dans notre petit village pour faire des offrandes au shogun et les envoyer au palais. Tout ça pour gagner des points de victoire qui vont être inscrits en haut de chaque personnage. Il y a d'autres moyens de gagner des points de victoire, mais ça va être principalement comme ça. Après, il y a des petits combos, voilà, pendant la partie. Notre village, au début, est totalement vide. C'est cette petite tuile. Le palais, évidemment, est vide aussi. Et là où est la phase de draft, eh ben, chacun va avoir 5 cartes au hasard. On a... il est où le... 5 catégories de cartes, c'est ça? Oui, mais je voulais trouver le... Ah, voilà. On a les sculpteurs, les botanistes, les origamistes, les artificiers et les forgerons. Ils sont trop beaux, ils sont trop stylés. Voilà. Donc, on va se répartir des cartes. Tous en même temps, simultanément, on va choisir une carte qu'on sait qu'on va mettre dans notre village, 2 cartes qu'on sait qu'on va recycler pour récupérer les ressources qui sont écrites en haut à droite, et 2 cartes qu'on va envoyer en voyage. En gros, c'est le draft chez notre voisin de gauche. Une fois que tout le monde a fait ça, on révèle et on va mettre nos villageois dans notre village, et vous avez des contraintes de pose. Vous voyez, elle doit être forcément dans la colonne de gauche, en haut ou en bas. Oula, j'ai déjà mon botaniste là-haut, donc je vais être obligée de mettre ma forgeronne ici. Ok, ces deux-là, ensuite, je vais pouvoir les défausser et récupérer un origami et un petit feu d'artifice. Hop, et je les pose sur le côté. Alors là, il avait mis ça, mais voilà. Et je vais pouvoir, si je veux, remplir les petits contrats pour justement faire les offrandes. Donc là, il faudrait que je dépense 3 feux d'artifice. Bon, présentement, j'en ai pas. On va dire que je suis pas trop mal et que j'ai fait un truc... ouais, on va dire que je l'ai fait. Hop, voilà. J'ai utilisé mes 3 ressources. J'ai le droit de mettre la petite offrande dessus. Je suis pas obligée de l'envoyer au palais tout de suite. Je peux la garder parce que si je l'envoie, je n'aurai plus le petit pouvoir en bas de carte. Par exemple, celui-là, son pouvoir, c'est dès que j'envoie une carte violette, donc de sculpteur, en voyage, vous voyez sur la petite flèche de gauche, donc en draft, je gagne un point de victoire. Lui, par exemple, c'est plutôt pas mal, et on va dire que comme j'ai été intelligente, j'ai passé des cartes violettes à mon voisin à ce tour-ci. Ok, donc on gère notre village, on récupère nos ressources, on envoie possiblement les offrandes chez le shogun, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder la résolution de la manche avant de passer à la prochaine. Et à chaque manche, vous avez un petit moyen de gagner des contrats, je crois, missions. Oui, voilà. Oui, des petits jetons d'objectifs. Voilà, des jetons d'objectifs. Quand vous en avez plein, vous faites plein de points de victoire. Voilà, plus vous en avez, mieux c'est. Et donc là, par exemple, c'est si vous avez 4 ressources différentes, vous avez le petit jeton. Si là, vous avez minimum 2 cartes chez le shogun, vous avez 2 ressources, un contrat. Voilà, donc ça aussi, ça va vous faire vachement surveiller ce que vous allez choisir. Vous allez aussi beaucoup regarder ce qu'ont les autres pour voir un peu où ils en sont et de ce que vous allez pouvoir leur donner. Mais principalement, j'avoue quand même que vous allez regarder ce que vous voulez en ressources pour comboter vos petits pouvoirs, etc., etc. Il y a pas mal de dilemmes en se disant, bon, bah, je vais récupérer ce personnage-là parce qu'il a un pouvoir cool, mais en même temps, bah, j'ai plus de place dans mon village, donc peut-être que je vais d'abord essayer de faire partir un de mes gars avec son offrande au palais, comme ça me libère une place, etc., etc. Truc, ça va pas sortir comme ça, en carton, on se doute bien. C'est du work in progress, c'est un proto. Par exemple, regardez les ressources, à quoi elles vont ressembler. C'est pas les petits jetons comme ça. Non, 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 ça va être des ressources personnalisées en fonction de chaque type de métier des artisans. Je suis une tuerie. L'iconographie, au début, on est genre waouh, waouh, mais en fait, ça va, c'est assez logique. Là, par exemple, vous avez à chaque fois, quand vous voulez dans votre tour, vous pouvez dépenser 2 ressources similaires pour avoir une ressource différente. En vrai, c'est assez clair. Hein. Voilà. Au début, bah, vous avez le petit récap d'icono, mais comme à peu près tout jeu où il y a de l'iconographie. Et après, hop, ça roule. Moi, j'ai adoré ce jeu, hein, voilà, parce que le thème, c'est trop beau. Et puis, il y a plein de mécaniques qui s'entremêlent et qui s'entremêlent bien. Donc voilà, c'est une magnifique fin de séjour ludique. Et voilà, merci d'avoir suivi cette super vidéo qui n'est pas la vidéo du vendredi mais la vidéo spéciale BlackRock. J'espère qu'elle vous a intéressé parce qu'en vrai vous avez vu des dingueries ultra en avant-première. Là vous êtes quand même bien gâtés et nous aussi on a été gâtés de se faire inviter et chouchouter par toute la team.
Au moins vous avez pu voir aussi les backstage un peu de ce que c'est l'édition et la distribution. Il y a plein de gens à l'œuvre ici, tous plus doués les uns que les autres qui font marcher toute cette grosse machine. Donc du coup on s'est grave éclaté et j'espère que vous aussi. Et on se dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.